Et je vais demander donc à nos amis de la table ronde numéro 4 de nous rejoindre. Donc, Ève Machuel. Ève Machuel, Nord-Ouest Productions. C'est un peu le binôme de Christophe Rossignon qu'on a vu ce matin. Elle va nous dire pourquoi. Donc, productrice exécutive, mais bien plus encore. Est-ce que Mathilde Muyard est là? Oui. Mathilde, monteuse. Monteuse de nombreux films, en particulier collaboratrice de Pascal Ferrand. Alors, on va dire Lady Chatterley, par exemple. Mais dernièrement, elle filme à l'affiche Sport de filles. Très beau film de Patricia Mazui. Anne Sebel. Alors attention, on a un petit peu de l'Amérique avec nous. Ouais, mais on a un petit peu de l'Amérique avec vous. Alors, Anne Sebel, diplômée de l'École spéciale d'architecture de Paris. Elle a travaillé au sein de l'équipe de Max Douy. Serge Douy. Serge Douy. Premier film, donc, Dangereusement Vôtre. Ensuite, Gainsbourg, Junio, etc. Mais vous avez fait un film indien. Vous avez travaillé avec Clint Eastwood. Vous avez travaillé avec David Frankel pour Le Diable s'habille en Prada. Et vous avez fait les décors du dernier Woody Allen, Midnight in Paris, pour lequel, bravo, on vous applaudit. Vous êtes nominé aux Oscars. Et enfin, mais très important, elle dirige actuellement, et c'est assez récent, je crois, le département décor de la FEMIS. Bravo les FEMIS. Voilà. Alors, Ève Machuel est venue accompagnée d'un directeur de la photographie. Heureusement qu'il est là, parce qu'on n'avait pas beaucoup de directeurs de la photographie. Caroline Champetier, je disais ce matin, qui est une grande amie du festival, est en tournage. Elle était très contente que vous soyez là, parce qu'avec ce monsieur Schiffman, qui est Guillaume Schiffman, bloqué par sa gastro-entérite, je paniquais. Ah oui, bien sûr, oui. Guillaume est nominé aux Oscars, mais enfin, il a quand même sa gastro. Enfin, tout ça n'empêche pas. Donc voilà. Donc, alors Antoine, c'est formidable parce que vous êtes les deux. Hein. Vous êtes aussi producteur. Alors, deux casquettes pour vous, hein, puisque vous produisez des courts-métrages, environ une dizaine maintenant, mais vous êtes plus même. Bon. Voilà. Alors, vous allez tout nous raconter. Vous êtes donc directeur de la photographie, donc La parenthèse à chanter, Jeux d'enfants, L'âge de raison, À quoi bon, Cédric Kahn au début. Oui. Et c'est depuis 2002, donc ça fait 10 ans, hein, c'est ça, que vous produisez aussi des courts-métrages. En fait, pas tout à fait, parce qu'en fait, j'ai toujours eu une société de production. Donc avant, j'avais une autre société de production et on a même produit 4 longs-métrages avec l'ancienne société de production. Donc en fait, j'ai toujours... ça s'appelait Persona Film. On avait produit notamment Un frère de Sylvie Vered, pour lequel Emma Decaune avait eu son César de meilleur espoir. Donc j'ai toujours fait un peu les deux, en fait, oui. D'accord. Parce que bon, voilà, c'est comme ça. Merci. Bon, écoutez, merci à vous d'être avec nous. Donc, cette dernière table ronde continue un peu la journée de ce matin. Qu'attend-on l'un de l'autre, technicien et producteur? Donc, pour vous faire un petit résumé, vous étiez non, Mathilde n'était pas là, etc. Donc, mais elle est très au courant parce qu'elle a suivi toute la préparation. Donc, voilà, sans savoir de rien, qu'attendez-vous, Mathilde Muyard, en tant que monteuse, de la relation avec les producteurs? Alors, je vais vous faciliter la tâche. On va commencer par une vraie anecdote. Vous allez nous raconter comment s'est passé, voilà, la relation. Racontez-nous Sport de filles, racontez-nous ce qui s'est passé avec Patricia Mazui, le rapport avec la production, comment ça s'est réduit. On ne peut pas faire ça comme ça. Non. Non. Ça marche là? Ouais. Non, chaque
chaque film est un cas particulier et c'est plus intéressant, je pense, de parler, enfin, de manière générale. Oui, enfin, de manière générale, on peut donner des exemples, mais de ce qu'on attend, effectivement, de ce qu'on peut attendre de nous, enfin, je vais parler en mon nom, hein, mais je pense que pas mal de monteurs seront d'accord avec moi, que de parler d'un film en particulier, parce qu'après, chaque fois... Non, mais il y avait une belle négociation que vous m'avez racontée, qu'il faudra absolument que vous racontiez sur comment les réalisateurs peuvent aussi, à un moment donné, participer à la négociation financière. On verra tout à l'heure. Ouais. Non, moi, ce que je voudrais commencer par dire, c'est qu'il me semble que... Moi, ce que j'attends d'un producteur ou d'une productrice, c'est que ça soit avant tout un vrai interlocuteur au moment du montage, puisque c'est de ça dont on parle, ce qui est malheureusement pas toujours le cas. Et c'est d'autant plus important au moment du montage qu'au moment du montage, on est en petit comité avec le réalisateur et malheureusement, ou la réalisatrice, malheureusement souvent maintenant on n'a pas un assistant ou une assistante tout le long du montage. Ce qui fait que le regard du producteur sur le film aux premières projections et aux projections est une chose très importante pour nous. Et je constate malheureusement que c'est quelque chose que tous les producteurs ne savent pas partager et ne savent pas faire. Alors, bon, après, il peut y avoir pas mal de raisons différentes, mais je pense il y a une vraie méconnaissance de pas mal de producteurs pour le métier de montage, ce qu'on fait dans une salle de montage. Et c'est assez dommageable. On l'a vu dans l'enquête que j'ai dévoilée un peu ce matin, que cette méconnaissance existe. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que, par exemple, si vous avez un directeur de production qui est un vrai interlocuteur, est-ce que c'est si gênant que ça de ne pas avoir le producteur ? Non, c'est pas un directeur de production, c'est pas du tout la même chose qu'un producteur au niveau du montage. Et d'abord, un directeur de production, en général, il n'est plus là au moment du montage parce qu'il fait le tournage. Et après, il a fait son budget et c'est terminé, quoi. Enfin, ça dépend des prods aussi. Après, des fois, il y a des directeurs de post-production, mais c'est autre chose parce qu'ils sont en général... Enfin bon, c'est autre chose. Ils sont en général soit liés à la production, ils travaillent en permanence à la production, soit engagés comme ça. Mais c'est pas des interlocuteurs, c'est pas des gens qui sont comme le producteur depuis l'origine du projet, partenaires du réalisateur. Et c'est pas des interlocuteurs artistiques, disons. Ça peut être des interlocuteurs économiques, tout ça, mais... Et le producteur, il faut qu'il puisse... il est là depuis le début et on a besoin de lui. Ça, c'est une chose pour raconter une anecdote, pour faire un peu des anecdotes, alors... Non, mais des fois, les anecdotes apprennent beaucoup. Oui, non, mais c'en est une. Il m'est arrivé un truc assez... Voilà, une anecdote avec un producteur parfaitement respectable et pas du tout un jeune monsieur qui faisait des courts-métrages. À l'issue d'une projection, on parle, ça devait être c'était pas la première, enfin une projection de montage. On parle de divers problèmes, enfin on parle du film. Il avait un souci sur un plan qu'il aimait pas, enfin qu'il trouvait inutile et tout ça. On parle d'autres choses, on parle pas que de ça, mais enfin, je lui dis pourquoi, nous on trouvait ça important qu'il y soit, enfin je lui dis, puis je vais un peu vite parce que ça me semblait pas être un truc très capital comme remarque, et je lui dis, non, mais ça marche pas, on l'enlève pas parce que sinon ça marche pas. Bon, peut-être un peu expéditif. Il demande un DVD normal, il a un DVD du montage et tout, et puis quelques jours après, une semaine après, il revient en salle de montage et il me dit, voilà, j'ai regardé le DVD, et j'ai vérifié avec mon lecteur DVD, ça marche. Hein, si je m'arrête là et que je reprends là, ça marche, quoi. Alors, c'est assez fascinant, quoi, parce que ça montre une méconnaissance pour moi de ce qu'on fait en montage. C'est-à-dire, si nous, on est juste là pour faire des raccords, à ce moment-là, je pense que je suis vraiment trop bien payée, quoi. Donc... Vous pensez que le numérique, en particulier, a accentué cette... bien sûr, le numérique. C'est-à-dire que ce qui est bizarre, c'est que tout le monde croit qu'à cause de e-movie, Final Cut, etc., des tas de gens pensent qu'ils savent monter, alors qu'avant, le montage était quelque chose de plus mystérieux. Il y avait cette pellicule, ces machines, ces trucs qui faisaient assez peur. Maintenant, on croit que tout le monde peut le faire. Et en même temps, pourtant, bizarrement, les producteurs, j'ai le sentiment, connaissent moins bien le montage qu'avant, quoi. Et donc, quand on vous dit ça, et que c'est quelqu'un qui est loin d'être un débutant, ça fait un peu froid dans le dos, quoi. Et ça, alors, je ne veux pas
mais ça mine la relation qu'on a avec le producteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'a pas une relation d'estime réciproque et de confiance, ça se répercute à tous les niveaux, quoi. Ce matin, on parlait, je faisais référence aussi au débat que vous avez organisé cet été, les monteurs associés, sur ce qu'on appelle l'exploitation de la machine désirante. C'est-à-dire comment, à un moment donné, votre désir en tant que chef de poste de faire un film peut d'une manière perverse, un peu se retourner contre vous. Parce que plus vous avez envie de faire le film, plus ça donne un petit peu au producteur la possibilité de négocier mieux avec vous. Est-ce que ça vous parle ? Oui, bien sûr, bien sûr. On est tout le temps. Moi, j'ai l'impression d'être absolument tout le temps dans ces dilemmes-là, puisque je fais pas mal de films qui sont des films qu'on appelle des films d'auteur, et donc en général, il n'y a pas assez de sous pour les faire, et donc en général, on me demande de faire des efforts de salaire que je fais ou que je fais pas, ça dépend. Qu'est-ce qui fait que vous en faites ou vous en faites pas ? Eh ben, c'est à l'aune de mon désir pour le film, un point, c'est tout, quoi. Et là où ça devient un peu vice pervers, quoi, c'est-à-dire que ça devrait aussi être à l'aune de mon rapport au producteur, c'est-à-dire de ma confiance en sa façon de gérer le film, de produire le film, en sa transparence. Qu'il n'y ait pas de suspicion, c'est-à-dire est-ce qu'il a vraiment été chercher tous les sous ? Chercher tous les sous, oui, c'est une question, mais est-ce que, surtout, il me dit la vérité ? Est-ce que quand il me dit je peux pas faire mieux, est-ce que c'est vrai, et ça, bon, on n'a pas de preuves, hein, c'est juste c'est quelque chose qui s'établit, on se croit pas, on se fait confiance, on se fait comme ça. Enfin, mais je peux pas, voilà, c'est mon, comment dire, je devrais pouvoir décider effectivement si je fais les efforts qu'on me demande, aussi en fonction de savoir si le producteur est transparent, si j'ai accès au devis, si je n'ai jamais accès au devis, en fait, je pense. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Et après, si j'ai très envie de faire le film, parce que pour des raisons artistiques ou des raisons vous aimeriez avoir accès au devis ? Oui. Bénédicte, vous imaginez donner accès au devis ? Moi, par exemple, sur les films que j'ai faits, je peux tout à fait le faire, mais après, je comprends très bien que il y a des gens qui n'aient pas envie, parce qu'après, il y a effectivement des secrets de rémunération, notamment sur la rémunération artistique, voilà. Mais moi, ça me pose pas... Mais moi, par exemple, je le fais systématiquement avec les réalisateurs avec lesquels je travaille, qu'on soit proche ou pas proche, en fait. Je le fais parce que c'est important qu'on prenne ensemble, qu'on prenne des fois des décisions, en fait, liées à la fabrication. Mais je pense que ça, c'est un rapport de confiance que le producteur doit faire, en fait, avec son réalisateur, de dire, ben voilà, ça coûte ça, pour telle et telle raison. Et si je dis qu'on ne peut pas aller tourner là, c'est parce qu'il y a ça et que c'est aussi des choix. Mais après, moi, c'est comme ça que j'envisage les choses. Mais je pense que c'est important que les auteurs aussi soient concernés par ça. Mais il me semble que, par exemple, Patricia Mazui, la fabrication des films, elle le comprend très bien. Et qu'elle est très forte sur ça, parce que c'est ce qui lui permet d'ailleurs de faire Sport de filles avec l'argent qu'elle a, et ça donne ce résultat-là pour moi, en fait. Mais voilà. François Demeurant, donc président de l'AFSI, ingénieur du son. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots sur votre parcours et surtout réagir aussi aux propos qui sont tenus ? Oui, bon. Bonjour. Donc moi, j'exerce le métier dans la prise de son depuis 35 ans. J'ai fait un petit peu des choses assez variées, puisque j'ai commencé pour la télévision en faisant du reportage pour les actualités. Ensuite, j'ai fait du documentaire. J'ai pendant très longtemps, et c'était une volonté personnelle, essayé de mener de front une carrière qui me permette de faire du son dans du documentaire et en même temps dans de la fiction, parce que je considère que ce sont deux manières et deux méthodes de travail tout à fait différentes et que je trouve tout à fait complémentaires, l'une apportant quelque chose à l'autre. Et évidemment, ça s'est un petit peu gâté ces dernières années, puisque avec la nouvelle technologie, l'ingénieur du son a été remplacé par le micro de la caméra. Du coup, évidemment, c'est un manque à gagner de travail conséquent.
Donc du coup, ces derniers temps, je fais essentiellement de la fiction. Je me partage en une activité sur du téléfilm. Je fais des séries télévisées pour toutes les chaînes et du long métrage. Par exemple, le dernier long métrage que j'ai fait, c'était ce qu'on appelle un film bien financé, puisque c'était Bienvenue à bord, qui se passait dans un bateau avec un casting bankable, comme on a employé comme terme ce matin. Et j'ai aussi fait des premiers films, comme un joli petit film qui s'appelle Le temps de la kermesse est terminé, qui s'est tourné au Maroc en équipe réduite et qui était un premier long métrage. Donc ça fait une palette assez large dans le style de film. Alors, comment c'est d'être sur... c'est la croisière s'amuse quand on est sur un paquebot très cher d'un film ou... Ce que je peux dire maintenant au bout de 35 ans d'exercice de la profession, c'est que je n'ai jamais rencontré un producteur ou un directeur de production me disant qu'il avait beaucoup trop d'argent, qu'il ne savait pas quoi en faire et que je pouvais demander le salaire que je voulais. Ça, effectivement, ça ne m'est jamais arrivé. Et par contre, j'ai toujours entendu, j'ai pas assez d'argent pour faire le film. Même sur les gros films. Parce qu'il y a, évidemment, sur un gros film, c'est l'acteur principal a été un peu trop gourmand, donc du coup, c'est plus compliqué. On va peut-être pas pouvoir tout payer, mais on va faire des efforts. Donc c'est quand même une constance qui, à mon avis, on peut enlever le terme crise, c'est presque la normalité de la situation. Voilà, et c'est pas nouveau. Non, ça a toujours existé, et la variable d'ajustement première a toujours été le salaire des techniciens, puisque depuis que je travaille, j'ai toujours été confronté à une discussion sur les salaires au moment de mon engagement sur un film. Alors, comment elle se passe cette discussion? Comment vous la vivez par rapport à cette histoire de suspicion par rapport au producteur? Et quelles sont les choses dans lesquelles vous pouvez dire, si c'est dans ces conditions, c'est non? La problématique, en fait, qui fausse les rapports, c'est le rapport de confiance. Je pense que si... Puis ce matin, on est vraiment... c'est le mot de la journée. Absolument. Hein. Je pense que toute la différence se fait là-dessus. Le problème qui fait qu'évidemment, on est prêt à comprendre toutes les difficultés pour monter des films, et on sait très bien que ça existe. Mais ce qui fausse les rapports, c'est que, et je parle d'expérience, 2 fois sur 3, on s'aperçoit que ce qu'on vous a raconté était faux. C'est-à-dire que on vous a négocié un salaire à la baisse, puis vous apercevez qu'un autre collègue à côté, lui, il n'a pas eu tout à fait la même baisse. Puis ensuite, un autre a négocié, il était au-dessus du tarif. Ça m'est arrivé sur un film où on m'a proposé moins 20%, et j'ai appris que le chef opérateur était à plus 30%. Bon, alors... À un moment donné, évidemment, la perte de confiance arrive très très vite. Et alors, vous vous en rendez compte? Alors, voilà. Oui. Concrètement, quand vous vous en rendez compte, c'est après le tournage, pendant le tournage? Pendant le tournage. C'est horrible, non? Oui, parce qu'on se parle. Alors évidemment, ça peut entraîner une dégradation des rapports humains et qui est préjudiciable au film. Sur le film. Voilà. Parce qu'il faut quand même pas oublier que le but du jeu, c'est de faire un film. Voilà. Et qu'on a tous cette envie-là, et que notre volonté, c'est de faire le film que veut le réalisateur et le producteur. On est là pour ça, on est engagé pour ça. Et ma satisfaction à la fin d'un tournage, c'est quand j'entends dire et le réalisateur et le producteur, je suis content du travail que vous avez tous fait ensemble. Voilà. C'est comme ça que je considère mon travail et ma fonction. Le problème, c'est des histoires d'argent qui perdurent. Il y a aussi un autre cas de figure où, et c'est en plein un petit peu le débat d'actualité, où, sans le dire, on va mettre les pieds dans le plat, mais en le disant directement, c'est qu'il est considéré que les techniciens sont trop payés pour ce qu'ils font. Donc, on ne mérite pas le salaire que l'on touche au jour d'aujourd'hui. Et évidemment, ça ne va pas tout à fait dans le sens de la confiance, ça ne va pas tout à fait dans le sens du respect du travail d'autrui, et surtout, ça ne va pas non plus dans le sens du respect de l'expérience, parce qu'on est un des rares métiers où avoir de l'expérience ne sert à rien. C'est-à-dire que vous n'avez aucune augmentation de salaire de quoi que ce soit. Éventuellement, vous allez travailler un peu plus, parce que comme on va regarder votre CV, pour le même prix, puisqu'il a fait plus de films, je prendrais plutôt celui qui a fait plus de films, puisque c'est pour le même prix. Hein. Donc voilà, si on arrive à un climat de confiance, la donne est totalement changée. Mais ça veut donc dire que tout le monde doit jouer le jeu et qu'il n'y ait pas des négociations en sous-main, discrètes, chacun de son côté, qui va refaire son histoire à sa façon sur le tournage. Et force est de constater que c'est majoritairement ce qui arrive. Merci beaucoup. Anne, votre... Alors... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans votre fonction, métier de décorateur? Et vous avez en plus un regard, peut-être vous allez nous le donner, particulier grâce à votre expérience étrangère.
Moi, je suis un peu d'accord avec François sur le rapport de confiance qu'on doit établir entre les producteurs et nous, les décorateurs. Mais je dois avouer que j'étais un peu privilégiée depuis le début. C'est que j'ai pas eu de gros soucis avec les producteurs en général. Et donc, sur les films que j'ai fait réellement comme chef déco, j'ai eu l'expérience d'un film indien. Donc, et il est évident que c'est pas les mêmes tarifs en Inde. C'était un film totalement indien avec un producteur américain, mais dans les conditions indiennes et une équipe indienne. Donc, il est évident que je n'ai pas pu demander le même salaire que j'aurais demandé en France, mais j'ai quand même réussi à avoir un salaire très très correct. Sur un film qui faisait seulement 2 millions de dollars, ce qui n'est pas grand-chose par rapport aux autres films que j'ai faits. Ensuite, mon expérience de ce deuxième film, qui est le film de Woody Allen, j'ai travaillé avec un jeune producteur talentueux et français qui a cette boîte de production qui s'appelle First Step, Raphaël Benoliel. Et avec lui, que je connais depuis assez longtemps, c'était la première fois que je travaillais réellement. Et il s'est établi dès le départ cette relation de confiance dont vous parlez et de transparence. J'ai pas voulu regarder tout le budget du film. Ce qui m'intéressait, c'était ma partie à moi. Je savais dès le départ, parce que quand j'ai fait le casting, on m'a dit, je vous préviens tout de suite, c'est un film qui ne dépassera pas 10 millions de dollars, puisque Woody ne fait pas plus que ça en général. Il n'y aura pas de studio, ni de construction, pas de construction en studio. Pas d'effet de CGI, le film tout simple. Donc je savais déjà que j'avais un budget qui n'était pas énorme, mais que si Raphaël et moi, on pouvait arriver avec ce qu'il avait dans les mains et ce que je pouvais avoir, à faire ce film le mieux possible. Donc ça a été réellement ce dialogue depuis le départ. C'est-à-dire que moi j'ai fait un devis, je suis allée le voir, il m'a dit voilà, moi j'ai ça, est-ce qu'on peut faire ça, comment on peut faire. Donc on a travaillé ensemble. Moi j'ai pour principe d'essayer de pas baisser les salaires de qui que ce soit dans l'équipe déco. Donc ils ont tous été payés au minimum si c'était plus. Même plus 10 et plus 20% en tournage, avec des flat deals bien sûr, mais on avait beaucoup de nuits. Bon, chacun a fait un effort dans une entente. Et ensuite, il a lui cherché à trouver des solutions pour ramener un peu plus d'argent. Et en fait, ça s'est passé d'une manière harmonieuse et dans cette transparence qui, pour moi, est essentielle. Parce que si on commence à chacun, si le producteur commence à vous dire, vous avez, ça m'est arrivé sur un morceau de film étranger en France, vous avez 50 000 euros pour faire le dressing, et en fait, vous vous apercevez qu'il vous a pas dit la vérité, il avait le double. Mais comment vous le savez ça ? Parce que en fait, quand on est sur un film où moi j'ai été ce qu'on appelle art director ou supervising art director, c'est-à-dire le chef déco français, mais il y a un directeur artistique américain. Donc quand vous arrivez à un moment donné où vous vous dites ça y est, je suis en train d'exploser mon budget, parce que on calcule tous les jours, on fait très attention, et on arrive à un moment où on dépasse les 50 000 euros. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller voir le directeur artistique et l'ensemblier, là, il lui dit je vais dépasser, est-ce qu'on peut redemander ? Il me dit mais pourquoi tu dépasses ? Parce que tu as 100 000 euros. C'était pas les chiffres exacts, mais. Et là, on se dit tiens, c'est bizarre. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on m'avait pas tout dit. En tous les cas, s'il y a un truc qu'on peut retenir aujourd'hui, messieurs, dames, si vous commencez la production demain, vous avez intérêt à tout le dire parce que ça se saura. Hein. Oui, parce que ça se sait toujours, il y a un moment donné. Alors bon, maintenant. Donc avec Raphaël, ça n'existe pas. Les choses sont transparentes et quand on fait comme ça, on arrive vraiment. En fait, moi, je me rends pas compte par rapport au film français. Vous avez peut-être trouvé que c'est énorme parce qu'avec ce que j'avais dépensé, ça a couvert le film. J'ai fait le film de Midnight in Paris, qui est un film d'époque, avec 3 époques, contemporain et c'est majoritairement 1920 et 1900, avec 700 000 euros, charges comprises, donc ce qui n'est pas énorme, considérant le résultat qu'on a réussi à avoir. Et ça vient aussi du fait que plutôt que d'avoir une énorme équipe de gens sous-payés, j'ai préféré prendre une petite équipe avec un seul
premier assistant, art director, avec une personne totalement dédiée au compte du film et au salaire, qui a permis de vérifier chaque jour où on en était, de jongler entre les décors qui coûtaient plus cher qu'on imaginait ou moins cher qu'on imaginait, et d'arriver à rentrer entièrement dans le budget à la fin du film, et sans sous-payer les gens. Dans la formation à la FEMIS, est-ce que le rapport à la production est traité ? Ah oui, mais alors je suis pas très ancienne encore dans l'école, mais oui, déjà dans tous les exercices que j'ai coaché l'exercice long métrage, et il y avait donc une mini-équipe de chaque poste, dont le producteur. Et on a la chance d'avoir la directrice des études, alors on va lui demander. Isabelle Fragier, directrice des études de la FEMIS, adjointe. Voilà. Est-ce qu'à la FEMIS, dans les différents cursus d'ailleurs techniciens, est-ce qu'on aborde le rapport des productions ? Le rapport des productions. Des producteurs, pardon. Oui, le producteur est dans chaque grand exercice et a un rôle dans chaque film qui sont produits à la FEMIS. Et il y a même, je sais, en décor, un travail spécifique qui est fait entre les étudiants production et production décor sur le devis d'un décor, qui est toujours un truc un peu étrange pour les producteurs. Le devis décor, c'est un monde un peu particulier, et justement pour qu'ils puissent appréhender ça ensemble. D'accord. Donc, oui, parce que je voulais juste rajouter un truc. Quelquefois, on s'aperçoit que les producteurs ne savent absolument pas comment ça fonctionne réellement dans le département décor. Donc c'est un peu difficile pour eux d'accepter qu'on a des choses qui arrivent, des factures qui arrivent comme ça fait peur, et en même temps c'est nécessaire. Alors, il m'est arrivé seulement une seule fois de voir le producteur du film venir au studio et observer. C'était sur Marie-Antoinette, où Roscat est venu à Brie et faire le tour de tous les ateliers, tous les départements pour voir ce qu'on faisait. Ouais. Et je trouve que c'est vachement important, enfin, c'est très important. Alors maintenant, on va demander à Eve Machel un peu de réagir. C'est un petit peu... c'est formidable de l'avoir avec nous, parce que elle va réagir en tant que productrice exécutive. Elle va nous parler de fait de son rapport à elle, mais aussi du rapport de Christophe Rossignon Nord-Ouest à l'équipe technique. Vous l'avez vu ce matin dans le film, Christophe Rossignon. Donc, et puis elle va aussi nous parler, et puis il est parti, donc elle va pouvoir nous dire plein de trucs, de Philippe Lioré, puisque elle a travaillé avec lui, elle a continué, etc. Donc Ève, vous couvrez plein de champs de notre colloque. D'abord, je voudrais commencer en fait par reparler de cette confiance qui est essentielle pour tout le monde, à tous les niveaux. La confiance, pour moi, d'abord, elle vient avec le dialogue. Et ce qu'il faut, c'est établir un dialogue entre les uns et les autres. Et à partir du moment où les gens arrivent à se parler, à comprendre les problématiques de chacun, à ce moment-là, la confiance peut arriver. Il faut que chacun écoute l'autre, ses problèmes, le problème des producteurs, le problème des techniciens, les problèmes de chacun et de chaque département, pour que la confiance s'installe et qu'un rapport constructif puisse se mettre en place et que la collaboration puisse se faire d'une bonne manière. Donc, tout à l'heure, je voulais réagir aussi parce que est-ce qu'on peut faire lire un devis aux techniciens ? Oui, pourquoi pas, mais juste le devis, il faut l'expliquer. C'est aussi très technique, un devis. Donc, bien sûr, la transparence, pourquoi pas, mais il faut que toute l'explication aille avec. Alors, avec un auteur, un réalisateur, un producteur, bien sûr, il a tout ce temps de dialogue qui permet de comprendre les problématiques, d'expliquer les choses. Avec les techniciens, il faut aussi soit l'avoir. Si on ne l'a pas, ce n'est pas forcément une bonne chose que de donner un devis à lire, parce qu'il faut pouvoir le comprendre. Voilà. Alors, vous existez d'une manière aussi importante, peut-être aussi, et je parle sous votre contrôle, dites-moi, pour compenser ce que Christophe Rossignon assume, c'est-à-dire un rapport aux techniciens très respectueux, mais c'est pas ce qui l'intéresse le plus, quoi. Hein, on vous le dit carrément. Donc,
Quand j'entends ici ou là depuis ce matin que c'est très important que le producteur soit là, est-ce que vous êtes considérée, Ève, sur les tournages comme la productrice vraiment, puisqu'en fait vous faites le travail de Christophe au niveau, vous êtes le bras droit de Christophe, on va dire, au niveau de... Oui, d'une certaine manière, ce qui n'empêche pas du tout Christophe d'être présent sur les tournages, puisqu'il y va, quand on est en province, par exemple, il va passer au moins 1 ou 2 jours par semaine sur un tournage de province. Donc c'est un producteur qui est présent. Voilà. Et moi aussi, à mon niveau, j'y vais aussi. On s'arrange pour pas y être en même temps, ou parfois on y est ensemble, comme ça nous permet aussi de bosser ensemble, sinon on n'arrive pas à se voir. Mais lui, il a sa manière d'être présent sur un tournage, et moi j'ai ma manière de l'être aussi. Donc on assure effectivement une présence différente, mais presque continue, du coup, sur les tournages. Ça, c'est important, oui. Après, Christophe, lui, c'est un producteur qui a commencé par le court-métrage, donc il sait ce que c'est que la fabrication des films. Il connaît, il a mis les mains dans la mécanique de la fabrication, donc ça y sait. Ça vous paraît important, ça, pour un producteur, d'être un peu... Parce que c'est quand même très difficile aussi de suivre l'évolution technique. Ça ne l'est pas forcément. Si par contre, on s'entoure de gens qui le connaissent et qu'on accorde à la fabrication l'importance que ça a. Voilà. Il faut la considérer, la fabrication et tous ces enjeux, de la bonne manière pour bien gérer. Si on veut faire de la production, en gros, est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas obligé quand même de faire une formation continue accélérée pour savoir tout du montage, ou beaucoup de choses, ou savoir parler en plus, on ne peut jamais tout savoir. On ne peut pas à la fois connaître tous les problèmes d'un chef-op, ou tous les problèmes d'un monteur, ou tous les problèmes d'un déco. Donc il faut du coup s'entourer des personnes qui peuvent vous relayer l'information qu'il faut pour bien comprendre les enjeux et les difficultés de chacun et pouvoir les aider ou prendre ensemble les bonnes décisions. Oui, justement, on revient, c'est encore un rapport de confiance. Parce que ça veut dire on fait confiance à la compétence de chaque collaborateur. Donc on n'a pas besoin d'avoir la même compétence que son collaborateur, puisque justement on fait appel à lui, mais on lui fait confiance dans le dialogue qu'on a pu établir avec lui. Les étudiants de l'ESSEC disaient qu'il y avait posé une question que je dois à un moment donné vous poser, donc c'est le moment. Je voulais juste... mais ça revient à ça, c'est-à-dire, quel est le pire cauchemar pour l'industrie du rêve? Je crois qu'on peut répondre, le manque de confiance. Oui, mais pour revenir sur, d'une part, cette histoire de devis, et d'autre part, ce que disait François, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir vraiment un devis? En général, quand on en arrive là, c'est que ça va déjà assez mal, en fait. Hein. C'est-à-dire parce que déjà, quand le réalisateur, effectivement, c'est avec le réalisateur, en général, que le producteur a mis en place, disons, le financement du film, enfin, comment on allait dépenser l'argent et tout. Et que quand le réalisateur a suffisamment eu accès à l'explication... en général, on le sait, nous aussi. Hein. Donc, puis, en montage particulièrement, parce qu'on est dans un rapport assez proche. Donc, quand déjà, on sent qu'entre le réalisateur et le producteur, il y a de la méfiance, alors c'est à ce moment-là qu'en général, on a envie de voir les devis. Hein. Sinon, en général, c'est pas voilà, ça se passe de façon plus... et donc, pour revenir jusqu'à... Enfin, donc, cette sorte de confiance, effectivement, de se faire confiance à la compétence des uns et des autres, je suis absolument d'accord. On ne demande pas au producteur de savoir exactement ce qui se passe dans une salle de montage, mais on lui demande de comprendre les enjeux qui sont là, quoi. Parce que, par ailleurs, si on se fait pas confiance, c'est-à-dire que quand le producteur, par exemple, via le directeur de production, souvent, me dit il y a 12 semaines pour faire le film de montage. Et que moi, j'ai lu le scénario et que je pense que le scénario, le film fait 2h15. Et que je dis, il me semble que le scénario est long. Et moi, ça, je parle vraiment d'expérience, un cas très précis. Le producteur me dit, la productrice me dit, non, je pense pas. Je dis, mais vous avez fait minuter Non, on prend pas de script, on n'a pas fait minuter, mais non, mais le film sera pas long. Mais moi, excuse-moi, je sais lire un scénario, le film, pour moi, il fait plus de 2 heures. Eh bien, on verra. Bon, on verra. Donc, 12 semaines de montage, ça ne suffit pas. Je pense qu'il en faut 16. Non, on ne les a pas. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus d'1 heure, il y avait 1 heure et quart de rush par jour, sur 40 jours de tournage. Le film, le premier montage faisait 3h15, 3h et 4h30.
On a décalé les dates de mixage en catastrophe parce que, au premier rendez-vous avec la production, je leur ai dit, quoi. Donc à un moment, c'est très insupportable, quoi, parce que si on sent que notre interlocuteur ne respecte pas notre compétence, on n'a pas envie de faire les efforts à tous les niveaux, quoi. Je ne parle pas seulement d'efforts de salaire, mais je parle de l'engagement. D'engagement, des heures de travail qu'on fait. On peut aussi, je ne vais pas m'étendre non plus là-dessus, mais un autre point, c'est sur Sport de filles, par exemple, puisqu'on en parle. J'avais un temps de montage assez confortable, correct. Mais j'ai pris l'habitude maintenant de compter, de marquer quand j'arrive le matin au travail et quand je repars. Donc j'avais 16 semaines de montage prévues. Et à la fin du montage, j'ai fait le calcul des heures supplémentaires ou des samedis, des choses comme ça que j'avais fait. Et sur 16 semaines, j'ai fait 2 semaines en plus de travail. J'avais qu'à pas, hein. Ok. Ça veut dire quoi, j'avais qu'à pas? Il n'y a pas tellement de choix. On a toujours le choix. C'est-à-dire, à un moment donné, on peut ne pas retourner travailler le samedi, et puis on se dit, tant pis, c'est pas fait. Mais il y a un autre calcul que j'ai fait pendant ce film-là, c'est que j'ai calculé le temps où je faisais du travail d'assistante. Parce qu'à un moment donné, j'ai plus d'assistante, et donc je travaille toute seule. J'ai calculé, quand tout d'un coup je faisais une sortie pour une projection, quand j'avais un truc à faire, travail d'assistante, je le calculais. Et je suis arrivée à 2 semaines. C'est-à-dire que 2 semaines de mon temps que j'ai offert, entre guillemets, était du temps de travail d'assistant. Tout ça, c'est quelque chose que quand on discute avec le producteur ou la productrice, le directeur de production, sur ce dont on a besoin pour travailler bien, les temps de l'assistance, le temps qu'on a besoin de l'assistante, etc., on ne nous croit jamais. On demande toujours plus. C'est comme si on voulait gratter des trucs pour nous, quoi. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe si, à un moment donné, on arrête de faire ce travail gratuit? Je ne sais pas pourquoi on le fait. On le fait par conscience professionnelle, on le fait pour que le film soit fini en temps et en heure. Mais on n'en peut plus, quoi, parce que c'est pas normal dans la mesure où on a l'impression que c'est parce que le producteur ne comprend pas ce qu'on fait. C'est là où on peut parler de compétence du producteur aussi. C'est peut-être pas obligatoirement par mauvais esprit. Bien le producteur, hein. Je pense qu'il sait très bien de quoi il s'agit. Attendez, on va ouvrir le micro tout à l'heure. Hein. Ève, vous voulez réagir à ce que vient de dire Mathilde? Oui. Ça vous parle, ça? Oui, bien sûr, ça me parle. Mais après, c'est vrai qu'on se retrouve face à un problème de compétences. Il y a des producteurs, ils ont certainement, effectivement, pas du tout envie de comprendre ce problème-là, qui est un problème réel. Après, c'est vrai que on a presque envie de dire, le samedi, tu reviens pas bosser, et puis la projo, elle sera pas prête à temps. Et puis, quand tu diras au producteur, voilà, mais bon, je vous en avais parlé au début. Peut-être il apprendra son boulot. Mais bon, c'est vrai que c'est rageant comme situation. Je pense qu'il faut passer du temps et avoir un pouvoir de persuasion, expliquer son travail, mais il faut aussi avoir en face quelqu'un qui a envie d'écouter. Mais ça, c'est dans tous les rapports professionnels, cinéma, pas cinéma, n'importe lequel, les rapports humains. C'est ça, en fait, qui est en jeu, quoi. C'est l'envie de comprendre le problème de l'autre et l'envie de mettre en place un système qui fonctionne bien dans le respect mutuel. Ça, c'est pas propre au cinéma, quoi. Le producteur, technicien. Oui, non, moi je suis surtout directeur photo, on est producteur. Oui, non, mais sur vos courts-métrages, alors. Sur les courts-métrages. Les courts-métrages, c'est très particulier parce que le monde du court-métrage, c'est vraiment. C'est à la marge du professionnalisme, je dirais, c'est pour apprendre le métier, on paye pas les gens, enfin, c'est pas du tout le même rapport. Est-ce que ça peut être une mauvaise école, en fait, au final? Depuis ce matin, on dit que c'est une bonne école, mais après tout, est-ce que ça peut apprendre à... Non, pour moi, c'est super, c'est la super école, c'est ça la vraie école, c'est-à-dire que après une école de cinéma, faire des courts-métrages, c'est vraiment un complémentaire de l'école de cinéma, et je trouve que c'est vraiment très bien, quoi. Non, mais par rapport dans le rapport producteur, directeur photo, puisque c'est mon cas en général,
Moi, je demande toujours à savoir sur quel type de budget on est, sur quel type de film on fait, parce que finalement, on a une palette d'outils pour faire l'image des films, et il faut savoir un peu où on va par rapport à tout ce qui est la machinerie, tout ce qui est la lumière, tout ce qui est... Donc, c'est impossible pour moi de faire un film sans savoir sur quel type de budget je suis ou quel type de... Donc, c'est obligatoire d'avoir ce dialogue avec le producteur, et c'est obligatoire d'avoir de la transparence et de la confiance et du respect. De toute façon, l'argent, c'est un peu la forme de respect aussi. Si on vous paye correctement, c'est parce qu'on respecte votre travail. Enfin, il y a tout cet échange-là qui est en place. Après, des producteurs qui connaissent leur métier, qui sont plus ou moins honnêtes, ça existe, mais il y a tout dans le monde. Voilà. Mais je veux dire, quand on travaille avec un bon producteur, en général, moi, j'ai l'impression que c'est indispensable d'avoir cet échange, qui est un échange simple sur... évidemment, il a ses compétences de producteur. Moi, je sais lire un devis, malheureusement. Mais bon, ce que je veux dire, je sais lire un devis parce qu'il se trouve que j'ai produit aussi des films à côté. Donc, mais je ne demande jamais le devis, moi. Je ne demande jamais le devis. C'est-à-dire qu'on me dise un peu dans quel type de film on est pour que mes demandes, puisque je vais avoir des demandes en matériel et des demandes en équipe et tout ça, en fonction d'une demande artistique aussi avec le réalisateur, soient cohérentes par rapport à un budget, vraiment un budget. Après, il y a des films, il n'y a pas de contraintes, donc les demandes, c'est les demandes. Quand vous travaillez avec les Américains, vous pouvez, moi ça m'est arrivé, et vraiment vous demandez ce que vous voulez. C'est-à-dire que, en termes de matériel, il n'y a pas de limitation, parce que c'est véritablement une goutte d'eau quand on regarde la case que ça représente dans un budget, c'est rien, le matériel fondamentalement. Donc, mais c'est toujours la somme de ces petites cases qui font monter les prix, quoi. Voilà. Mais je pense vraiment qu'il y a toujours des expériences qui font beaucoup de tort dans le rapport producteur-technicien. Et il y en a eu beaucoup. Il y a eu une grande époque des films en participation où les techniciens ne voyaient jamais revenir l'argent, même quand les films marchaient. Ça a été une forme d'arnaque contractuelle. Et c'est fini, ça ? Bon, ça suit pratiquement plus. Maintenant, c'est plus simple, on propose pas non, comme ça, on est sûr de ne pas se faire arnaquer. C'est fini, ça, ouais, c'est fini. Et puis, voilà, c'est vrai que finalement, les producteurs ont toujours envie d'essayer de se garder le plus de négatifs possible. C'est compliqué parce que au jour d'aujourd'hui, quand on produit un film, je pense qu'on perd beaucoup de négatifs très vite. Ça va très très vite. Et donc, ils se retrouvent avec des parts de négatifs. En fait, ils ne sont pas propriétaires pleinement de tous les cas, partiellement, ils sont propriétaires, mais je veux dire, ils n'ont pas autant de pouvoir que ça, finalement. Après, je pense que les techniciens, quand ils se sont fait avoir 2-3 fois dans leur carrière, ça induit ça, forcément. Ça induit qu'on se méfie toujours du discours, on fait attention, enfin, c'est normal. Enfin, c'est des rapports humains tout simples pour moi. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Enfin, c'est des rapports non encadrés actuellement. Ah oui. Mais de toute façon, à un moment donné, tu es toujours seul. Tu es seul avec ton producteur, quelque part. Oui, enfin, pas forcément. Il y a des rapports qui sont encadrés par des conventions. Ah oui, oui. Quand je dis ces rapports non encadrés, c'est des rapports non encadrés. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus... Le fameux tarif minimum syndical dont on parle, il est théorique, puisqu'en fait, il n'est absolument pas obligatoire et tout ça. Donc, on peut... Voilà, c'est une négociation d'être de personne à personne, effectivement. Oui. Donc, on a toutes les raisons d'avoir des problèmes et des... Enfin, voilà. C'est pas obligé, mais enfin... C'est ouvert. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, on va, je pense maintenant, accueillir nos 2 témoins, Marc Benoît, créancier, et Marie, avant l'ouverture micro, Marie Masmontoy, pour continuer tous ensemble cette discussion. Mais je vais demander donc à Marc Benoît et Marie... Je sais pas, je vais me lever moi. C'est non, c'est moi, parce que toi, tu restes pour les grands micros. Voilà, alors...
Voilà, Marie, voilà. Moi, je vais pas rester. Pas que je parte. Voilà, parfait. Tiens, je te donne ma chaise, moi. Non, mais non. Attends, il y a une différence. Alors, Marc Benoît Créancier, que je vous présente. Donc, après une formation à l'école de danse de l'Opéra de Paris, des études d'art dramatique et une maîtrise de cinéma, Marc Benoît devient producteur. Il a fait l'école de production, le département de production de la FEMIS. Il a produit entre autres les films de Vincent Cardona, beaucoup de courts-métrages. Il a aussi également une étude sur les questions d'écriture et de financement de la production web. Donc c'est un peu le monsieur transmédia de cette table. Et en parallèle, il a produit, parallèle à ses études à la FEMIS, C'est gratuit pour les filles, César du meilleur court-métrage. Il arrive de Clermont, il a encore présenté des courts-métrages. Et on est heureux de l'accueillir parce que ce n'est pas un nouveau producteur 2011 de fiction. Il le sera bientôt peut-être, on l'espère. Et donc c'est un peu son regard de, pas nouvel entrant, mais pré-entrant. À ses côtés, beaucoup plus confirmé, et donc un regard tout autant intéressant, Marie Masmonteil, qui a des études de droit et de sciences politiques, un diplôme à l'ENA. Marie Masmonteil, elle a débuté à la télévision, elle a travaillé aussi au CNC, elle a créé depuis 1993 Elsevier Film, et elle a produit beaucoup de films, dont 2 films de Radomila Ilanou, La source des femmes étant le dernier encore à l'affiche. Elle était également présidente du SPI, et elle aussi, elle est dans l'actualité des nominés, puisque Tout sur Larzac et La source des femmes, Tout sur Larzac, pardon, seront au prochain César. Mais autrement, il y a Le roman de ma femme, Tout sur Larzac et La source des femmes à l'affiche. Voilà, donc ces 2 regards, ils sont là depuis ce matin, on peut les applaudir, les remercier et les écouter. Donc peut-être honneur aux préentrants, on va dire. On dit normalement honneur aux femmes, mais là on va dire honneur aux préentrants. Alors Marc Benoît d'abord. Déjà, je suis très très impressionné d'intervenir, puisque effectivement je suis considéré comme un préentrant, et du coup mon regard est celui-ci. Je vais parler forcément en fonction de mon expérience présente. On a parlé de parcours de producteur, je vais parler rapidement du mien. Effectivement, je suis arrivé à 14 ans à Paris, j'ai quitté ma province pour faire de la danse classique, j'étais à l'Opéra de Paris en tant que petit rat, et à 19 ans j'ai démissionné car j'avais d'autres envies, d'autres rêves, et j'ai un temps été faire le métier de comédien jusqu'à mes 24 ans. Et à ce moment-là, j'ai compris ce qui m'avait fait arrêter la danse, c'est que j'avais du mal à être dans la position d'interprète, c'est-à-dire dans celui qui ne peut créer que dans le désir de l'autre. Et donc du coup, je me suis interrogé là-dessus, et je me suis dit, en fait, du coup, tu vas écrire, tu vas réaliser, comme ça, c'est toi qui va désirer les acteurs. Et puis j'ai commencé à écrire, et puis je me suis dit, mais enfin, il faut encore être désiré par un producteur. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce producteur? Parce qu'on rêve de cinéma, et moi, en plus de la danse, j'ai toujours rêvé de cinéma. J'étais à mon premier festival de Cannes, j'avais 12 ans. Donc c'est toujours une chose qui m'a fait rêver. Mais le métier de producteur, en fait, on en rêve rarement. On rêve de cinéma, mais de producteur, c'est quand même un métier trop confus, trop éloigné. Et du coup, pour être bien sûr que c'est pas une énième lubie, ce métier de producteur, j'ai été faire des stages. Et donc, j'ai fait 2 ans de stage dans des boîtes confirmées comme Fidélité, des boîtes de courts-métrages comme Dharamsala qui passait au long. C'est d'ailleurs là où j'ai le plus appris mon métier, car ces petites boîtes-là nous offrent, nous, en tant que stagiaires, en fait, un poste d'assistant. Et c'est là où j'ai pu voir au plus près le métier de producteur et être convaincu à ce moment-là, du haut de mes 25 ans, 26 ans, que c'était ça que j'avais envie de faire. Du coup, comme j'ai toujours une fascination pour les grandes écoles, je me suis dit que je voulais la FEMIS, donc j'ai tenté la FEMIS, et après 3 reprises, je l'ai eue. La FEMIS, à ce moment-là, j'ai 26 ans, et je me dis que c'est une école... pour avoir justement l'expérience de ces écoles un peu d'élite, que c'est une école qui va me permettre d'avoir un réseau,
mais que personne va m'attendre à la sortie, hein, et que c'est à moi de me servir de cette école comme un laboratoire, de tenter des choses, d'aller plus loin au niveau des rencontres, et c'est dans cet état d'esprit que dès la 3e année, en fait, j'étais travaillé en parallèle. J'ai eu la chance effectivement que Isabelle Madeleine chez Dharamsala me propose de venir faire mon premier court-métrage chez elle, et ça a été C'est gratuit pour les filles, qui a été plutôt un succès. J'ai été aussi travailler du côté de la télé parce que je voulais pas me fermer des portes, je voulais voir aussi si c'était un endroit dans lequel j'avais envie de m'épanouir. J'ai été travailler chez Sans Lumière, une très très belle boîte, mais en tout cas moi j'ai compris que c'était pas là où j'avais envie de travailler. Et à la sortie de la Fémis, en fait, je me suis dit en fait ce que j'ai envie de faire, c'est créer ma boîte, c'est faire mes propres courts-métrages, être mon propre patron. Et donc c'est ce que j'ai fait, je me suis associé. Ça c'est une chose très importante, on parlait de la violence des rapports et le besoin de partage, et j'aurais pas fait la création de cette société si j'avais été seul. Voilà, donc ça c'est là où j'en suis. Depuis 1 an et demi, on a produit 5 courts-métrages. On développe aussi des projets transmédia parce que, comme Michel Réac le disait, il y a des choses qui sont en train de bouger, et comme je suis un pré-entrant, je me dis que peut-être j'aurais pas accès à certaines choses, donc il faut peut-être les réfléchir autrement et aller sur d'autres supports. En tout cas, apprendre également sur de nouvelles écritures, de nouveaux financements. Voilà, c'est là où j'en suis. J'ai pour envie de développer du long, c'est ce que je fais, et moi je crois donc à ce chemin qui est le parcours d'un producteur qui commence avec du court et qui va vers le long. On m'a demandé d'être ce grand témoin de cette journée, et du coup j'aimerais d'abord parler de l'étude, et moi ce qui m'a frappé. En fait, quand je suis sorti de la Fémis la dernière année, j'ai été voir plein de producteurs parce que avant de vouloir créer sa boîte, je m'étais dit ça serait quand même peut-être bien d'être embauché chez quelqu'un, mais pour faire peut-être du long, on a cet espoir-là que quelqu'un va nous faire peut-être confiance et va nous donner cette chance. Et puis là, en fait, on entend plein de choses. Et moi, je me suis fait entendre des trucs comme quoi aujourd'hui. Le passage, par exemple, d'un côté, on ne voulait pas me prendre, et d'un autre côté, on ne me disait de surtout pas partir dans la création de société, parce qu'aujourd'hui, le métier est effectivement beaucoup plus complexe et beaucoup plus dur, et ça, on l'a entendu. On n'a pas arrêté de dire la complexité du métier de producteur. Alors que, et qu'aujourd'hui, finalement, on voit plus de producteurs qui sont ici, peut-être d'écoles de commerce, de la finance, de la gestion, parce que effectivement le métier se serait complexifié. Finalement, quand on regarde les chiffres, et c'est moi ça qui me frappe, c'est que finalement, si on additionne les gens qui sortent d'écoles de commerce, de gestion, de finance et les ingénieurs, ils représentent que 12%. Et que 36% des producteurs, en tout cas tels qu'ils ont été vus sur les 95, sont des gens qui viennent d'études universitaires, généralistes. Voilà, ça c'est mon parcours. Donc du coup, ça remet déjà un peu la donne, comme quoi aujourd'hui, en fait, ce métier sera si difficile qu'on ne pourrait pas avoir accès si on n'a pas ce bagage un peu plus technique. Et moi, j'entendais la parole de Christophe Rossignon ce matin, qui disait qu'avant tout, pour lui, un producteur, c'était quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui aimait le cinéma, et c'est quelqu'un qui avait une sensibilité artistique. Et moi, je me reconnais là-dedans. Et donc voilà, donc ça c'est déjà une chose par rapport à ce qu'on entend actuellement. Ensuite, il y a l'âge. L'âge aussi, moi, à 30 ans, parce que je suis sorti de la Fémis à 30 ans, on me disait que j'étais déjà vieux. Que c'était difficile d'être à 30 ans encore étudiant. Et qu'il y avait déjà des gens qui étaient sur le marché, qui travaillaient justement dans des secteurs qui seraient plus convaincants, en tout cas quand j'irais voir un financier, si j'allais travailler par exemple je sais pas, dans une Sofica, enfin ce genre de choses qu'on entend aujourd'hui beaucoup comme directeur financier au sein d'une boîte et autres. Voilà, aujourd'hui je vois que finalement être producteur entrant, la moyenne d'âge est plutôt à 42 ans, donc j'en ai 31 aujourd'hui, donc ça va, je suis plutôt rassuré. Et le troisième point que l'étude montre, c'est que le court-métrage reste encore l'endroit où les producteurs se testent le plus. Voilà. Et ça, c'était parmi les choses que j'entendais en disant aujourd'hui, c'est plus la voie royale. C'était la voie royale des producteurs dans les années 90.
Aujourd'hui, il faut, parce que ce métier est difficile, venir d'autres secteurs, d'avoir ce réseau-là, et que finalement, ce passage de court au long était quand même très, très difficile. Or, moi, je fais aujourd'hui du court-métrage, je suis très, très content d'en faire. J'entendais Antoine tout à l'heure qui disait que c'était une très bonne école, mais que le court-métrage était quand même assez à la marge et finalement très loin, enfin pas loin, mais en tout cas très différent du long, et c'est vrai. Oui. Et c'est vrai. Pour autant, et depuis quelques années, c'est une très bonne chose. On doit payer les techniciens, les acteurs, les auteurs. Le bénévolat n'est plus aujourd'hui la référence. Moi, j'ai une société de production, et si je viens pas à payer mes charges, en cas de contrôle, même si on me dit que c'est hypothétique, j'aurai un redressement. Donc, à ce titre, aujourd'hui, ces rapports-là ont changé quand même la donne dans le court-métrage et nous professionnalisent énormément. Et du coup, nous permet à nous de déjà découvrir des choses qu'on entend, que moi je vous ai tous entendu dire. Mais moi, la difficulté de trouver des financements, parce qu'aujourd'hui on fait plus un film, si on veut le faire correctement, avec 30 000 euros. Du coup, ça veut dire qu'on se retrouve nous-mêmes dans le court-métrage à avoir des délais de financement qui sont entre 6 mois, voire 1 an, voire 2 ans. Donc on se retrouve sur des trucs complètement dingues, avec ces mêmes écarts qu'on a aujourd'hui dans le long, c'est-à-dire un court-métrage sous-financé et d'autres qui sont surfinancés. Du coup, cette difficulté pour les techniciens aujourd'hui qui viennent travailler avec nous, aujourd'hui, parce qu'il y a aussi plus de difficultés à trouver du travail qui demande à être payé à juste titre sur l'ensemble des jours travaillés. Donc voilà, on est déjà dans des rapports aussi compliqués, qui sont pas sûrement aussi compliqués que sur le long, mais qui sont déjà là. On a le décalage aujourd'hui entre les acteurs et les techniciens. Il faut savoir que sur du court-métrage, il y a une convention qui est signée avec les acteurs et qu'on doit les payer au tarif de l'ADAMI à 350 €, pendant que nous, on paye les techniciens au SMIG à 72 € au jour. Donc il y a déjà ce décalage qui existe, qui est difficile à faire comprendre à tout le monde. Et j'entendais ce qu'on disait des acteurs. Sachez que même déjà dans le cours, on a une difficulté, nous, en tant que producteurs, à le faire entendre. Voilà, ça c'est les choses... Ces choses que j'entends. Donc moi, je suis très content de faire du cours pour ça. Quand j'entends le parcours de Bénédicte, effectivement, je me retrouve beaucoup, parce que c'est un peu le même parcours. C'est-à-dire que je viens de la FEMIS, du coup, j'ai appris à fabriquer les films. Et du coup, l'école du court-métrage, effectivement, l'école de la débrouille. Et je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Maintenant, j'aimerais relever ce qui n'a pas été pointé dans l'étude et qui me semble un peu important. C'est-à-dire sur les 95 producteurs entrants, on ne fait pas la distinction entre les producteurs qui travaillent pour une autre boîte préexistante et avec les producteurs qui ont créé leur société de production. Et je pense que c'est important de faire cette différence, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Moi, pour avoir dans un premier temps produit du court-métrage pour quelqu'un d'autre, et aujourd'hui le faire pour moi, c'est pas la même donne. Il me semble, j'ai pas eu les mêmes rapports avec les techniciens, avec mes auteurs, le jour où j'ai produit sur ma boîte. J'avais d'autres choses à gérer, une pression autre, qui a complexifié les rapports. Surtout que quand on voit les chiffres, en fait, qui je trouve assez étonnant, qu'on voit qu'il y a 7 quand même films de jeunes, de producteurs entrants, qui font plus de 10 millions d'euros. Et on l'a entendu ce matin, pour un jeune producteur qui vient avec un jeune réalisateur, c'est pas un budget cohérent d'aller présenter un budget à plus de 10 millions. Donc ces jeunes producteurs sont, comme le disait Serge Ayad, d'autres producteurs, des producteurs qui travaillent pour une boîte préexistante et qui utilisent déjà le réseau et aussi l'argent, en fait, déjà pour développer et autres, ou ceux qui s'associent à un moment donné avec un producteur plus lourd. C'est ce que disait Serge Ayat en disant moi, malgré avec mon réseau et autres, je ne peux pas y aller seul. Et on imagine bien qu'il fera partie, si son film aboutit, des films à plus de 10 millions d'euros. Je pointe ça parce qu'il y a une chose qu'on dit jamais, en fait, dans notre milieu à nous, je trouve. C'est Laurent Vallée qui disait qu'il n'y avait pas de barrière, que c'est un des rares secteurs où le métier de producteur, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et ça, c'est tout à fait juste. Il n'y a pas de barrière, mais il l'entend en termes de financement. C'est-à-dire qu'on peut se dire producteur et on peut tous avoir accès au financement. La chose qu'on dit moins, c'est comment on fait pour tenir, quand on est producteur, jusqu'à ce financement. C'est-à-dire qu'on voit qu'un film
aujourd'hui en moyenne, mais 2 ans, enfin j'ai vu 2 ans et 7 mois. Comment on fait quand on est producteur, qu'on a créé sa boîte pour vivre pendant ces 2 ans et 7 mois et ça, c'est une vraie question. C'est Michel Réa qui disait dans son bouquin la plaidoyer pour un cinéma d'auteur, il disait qu'il n'y avait pas d'études qui avaient été faites, mais lui, de son point de vue à lui, il y avait que seulement 30% des producteurs qui vivaient de leur métier et que 70% vivaient d'activités annexes. Donc soit ils avaient une fortune personnelle, parce que voilà, moi je suis pas rentier et avoir accès aujourd'hui, pouvoir sortir de la FEMIS et créer sa boîte, ça veut dire qu'il faut trouver d'autres alternatives pour gagner sa vie. Et ça, c'est une chose qu'on fait tous. Alors soit effectivement on a une fortune personnelle, soit on a de l'immobilier, soit on a une autre activité qui nous rapporte, soit on a un héritage, je ne sais pas, mais en tout cas, soit on travaille comme intermittent, soit on travaille dans une autre boîte et on a créé sa boîte, mais on ira sur sa boîte définitivement que quand on aura réuni les financements. Et tout ça, en fait, ça change beaucoup le rapport aux techniciens. Il va de soi que quand on démarre et qu'on ne se rémunère pas et que du coup on est sur un premier film et on vient à nous reprocher peut-être qu'on ne viendrait pas respecter certaines choses et tout, enfin ça change davantage. La prise de risque est pas la même et ça c'est une chose qu'on ne dit pas. Entre nous on ne se dit pas comment on vit. Voilà, personne dira aujourd'hui bah oui moi je suis jeune producteur et je me paye comme intermittent parce qu'effectivement les producteurs au départ pour commencer souvent ils se payent comme intermittents du spectacle. Ils font aussi, je ne sais pas si ils abusent du système, en tout cas, ils sont également dans cette démarche-là. Et je pense que ça, c'est important de le dire, parce que nous-mêmes, et je le vois avec les producteurs de ma génération, on ne se dit pas. C'est totalement tabou parce qu'il y a une image à avoir, et l'image, elle doit rester intacte. Le producteur, c'est l'employeur, et c'est celui qui a forcément l'argent, et en tout cas, enfin voilà, et c'est pas, et moi, quand un technicien vient se plaindre de sa rémunération, en aucun cas je vais lui dire mais moi non plus je me paye pas parce que ce n'est pas la réponse que je dois lui donner. Voilà, c'est mes problèmes, c'est mes choix. J'ai décidé d'être producteur donc je dois en assumer les responsabilités. Mais voilà, c'est une chose en tout cas qu'on ne dit pas. Être producteur aujourd'hui c'est quand même pas non plus accessible à tout le monde, en tout cas pour démarrer. Ensuite, maintenant c'est le regard sur le débat, sur tout ce qu'on a entendu ce matin. La question était quelle nouvelle donne. La question c'était quelles sont les nouvelles compétences des producteurs. Est-ce que la relation producteur-technicien évolue. Est-ce qu'il y a des nouvelles règles du jeu. Et en fait, par rapport à toutes ces questions qui ont été écrites, elles n'ont pas été posées et en aucun cas on a eu des réponses. Et ça, je trouve ça assez... enfin moi j'ai une explication face à ça. C'est parce que déjà pour les nouvelles compétences, je trouve qu'il n'y en a pas. Enfin donc du coup que pour être aujourd'hui nouveau producteur, toute cette chose qu'on nous dit de complexité, de nouvelles compétences à acquérir, je crois que tout ça c'est annexe. Et que bien sûr qu'aujourd'hui le numérique, bien sûr que la complexité des contrats nous demande des choses autres, mais c'est pas ça le cœur du métier d'un producteur de manière intrinsèque. Moi j'entends la parole de ces producteurs. Quand je suis rentré à la FEMIS, quand on passe un oral assez compliqué et autres, du coup moi j'avais lu plein de citations de producteurs et il y avait Pierre Pronmerger qui disait à l'époque qu'un producteur c'était être et rester avant tout le premier spectateur. Ça c'est la parole de Philippe Liégeois. Il disait de manière un peu lyrique qu'un producteur c'était un homme de passion, de désir, de lutte, que c'était un homme qui était à l'écoute du monde et aux aguets des hommes. Et ça, c'est toutes les choses que j'ai entendues aujourd'hui, c'est-à-dire un producteur doit être curieux, doit avoir du désir, travailler dans la violence et travailler avec de l'humain. Donc je pense que par rapport à ces questions qui ont été posées, il ne pouvait pas avoir de réponse parce que concrètement, en fait, il n'y a pas de nouvelles... Enfin, je ne pense pas qu'il y ait des nouvelles compétences à acquérir. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous... Quand on arrive, c'est ce qu'on nous dit. Et moi, je crois que le métier, il reste le même. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend tout le temps. C'est-à-dire, nous, on veut une personne de confiance qui comprend notre métier. À défaut d'être de spécialiste, je pense que c'est bien d'être connaisseur. Enfin, je pense que c'est ça. La grande richesse, par exemple, de la FEMIS, c'est d'un exercice qui était formidable en première année, c'est que on fait ce qu'on appelle les fictions 16 et on passe à tous les postes. Et moi, je crois que c'est là où j'ai le plus appris. C'est-à-dire que tout d'un coup, de tenir une perche et de savoir ce que c'était que être perchman, c'est très enrichissant, même si je ne le deviendrai jamais, que je ne serai pas un bon perchman. Que d'aller dans une salle de montage, de monter moi-même, c'était riche. C'était riche pour avoir une discussion avec derrière
un monteur. Et voilà, je pense que ça, c'est le vrai métier d'un producteur, parce que la question a toujours tourné ce matin autour de ça. C'est quoi être un producteur? C'est quoi être un bon producteur? Et finalement, ce matin, c'était assez drôle d'ailleurs, parce qu'il y avait les producteurs d'un côté, les techniciens de l'autre. Tout le monde s'était mis chacun de... Oui, mais enfin, en tout cas, le fait est en tout cas que c'était comme ça, c'était positionné comme ça, et en fait, au lieu de parler de la relation producteur-technicien, on a surtout expliqué ce que c'était qu'un producteur et ce que c'était qu'un technicien. C'était assez frappant d'expliquer ce que c'était que le métier de producteur. Et Brigitte, toi, tu parlais ce matin de méconnaissance des uns des autres, et qui du coup entraînait un manque de reconnaissance, et je pense que c'est ce qu'on a entendu tout le temps. Du coup, la relation producteur-technicien, si on n'a pas répondu à ces questions, en fait, pour moi, ce que j'ai entendu ce matin, c'est qu'elle n'existe pas tant que ça. En fait, la parole des producteurs parle toujours de relation producteur-réalisateur, avant tout. C'est Frédéric Sauvagnat qui disait, nous, les techniciens, on arrive en cours de fabrication. Voilà. Et avant, il y a une relation producteur-réalisateur. Et du coup, les producteurs, d'ailleurs, il y a eu un échange... tout d'un coup, ça s'est un peu animé autour de la place du producteur sur un plateau. Et on reste toujours entre ceux qui aimeraient voir le producteur, ceux qui n'ont pas envie de le voir trop. Qu'est-ce que fait un producteur sur un plateau? Est-ce qu'il aime ça? Voilà, c'est toujours autour de la question, je pense, de reconnaissance. Moi, par exemple, je n'aime pas beaucoup être sur un plateau. Je m'y ennuie un peu parce que je ne trouve pas ma place. Pour autant, je pense qu'il est important d'y être. Et à titre d'exemple, dernièrement, j'ai produit un court-métrage où j'arrivais sur le plateau et je les voyais tous travailler. Ça faisait déjà 3-4 heures qu'ils travaillaient. Et du coup, je serrais la main à certains, mais pas à tous. Et en fin de journée, on m'a rapporté qu'on trouvait mon attitude très hautaine, que ça ne se faisait pas, de ne pas serrer la main à tout le monde, que je demandais des efforts, qu'on faisait des dépassements, et que c'était la moindre des choses de dire bonjour en arrivant et en partant. Moi, c'était juste pour pas déranger, et ça a été interprété de cette manière. Et moi, je le comprends très bien. Donc aujourd'hui, je serre les mains en arrivant et en partant. C'est à moi la moindre des choses. Au moins, on me jugera pas comme quelqu'un d'hautain, parce que c'était pas ça. Mais forcément, on projette sur nous, on est l'employeur, et à ce titre-là, on doit l'assumer. C'est Jean Bréa qui disait que avant d'être producteur, il était prof. Et du coup, quand il est arrivé sur ses premiers tournages, en fait, il est arrivé sur le plateau, puis il avait très envie de sympathiser avec tous les techniciens, puisque forcément, on était tous dans le même bateau. Enfin, pour lui, voilà, on était tous en train de faire les mêmes efforts et autres. Et puis tout d'un coup, il y a eu une chose qu'il a vécu de manière un peu douloureuse, c'est qu'on lui a renvoyé son statut d'employeur, de producteur, de patron. Et tout d'un coup, il l'a mis en parallèle avec son passé de prof, où de la même manière, quand il était prof, il ne pouvait pas demander à ses élèves de sympathiser. Enfin, il y avait quand même une posture à avoir. Et cette posture-là, aujourd'hui, moi, je sais que sur le cours, je l'apprends, parce qu'elle n'est pas facile à avoir. On a envie de produire, et en même temps, on doit apprendre à être un patron. Et voilà. Et ça, c'est une chose que je trouve pas évidente à gérer. Pour autant, moi je trouve qu'il y a plein d'optimisme. Moi je suis très optimiste parce que ce que j'ai entendu ce matin c'était hyper encourageant. Le mot qu'on a entendu dans toutes les bouches quand on veut produire un premier film, c'est être cohérent. Donc on l'a entendu de la part des producteurs, de la part des financiers, de la part des agents, de la part des acteurs, des techniciens. Et je pense que si on arrive à se parler de manière cohérente, de manière transparente, dans le respect et la confiance, comme on n'arrête pas de nous dire, je pense que les choses ne peuvent que aller parce qu'on peut se parler. Alors je ne voudrais pas finir de manière un peu naïve et balayer d'un revers de la main les revendications de chacun, de part et d'autre, mais je pense que si on travaille dans ce sens-là, on peut dépasser le rapport de lutte des classes traditionnelles de l'employeur à l'employé. Voilà. Je voulais le faire avec ça, donc ça tombe bien. Le problème avec les nouveaux entrants, c'est qu'ils poussent les vieux dehors et qu'on n'a plus rien à dire après. La première chose, c'est, en écoutant un peu tout le monde, moi j'étais provinciale et tout, et quand j'étais adolescente, il y a quelque chose qui m'est tombé dessus, c'était le désir du cinéma en fait. Voilà, la passion du cinéma. Je m'y attendais pas spécialement. Et en fait, j'y ai pas du tout réfléchi, je viens d'y penser. En fait, le film qui m'a donné envie de faire ce métier, c'était La Nuit américaine. Ce qui supposait que j'étais déjà assez masochiste à la base, parce que dans La Nuit américaine, c'est toutes les galères qui arrivent.
successivement jusqu'à la mort d'un acteur dans le film. Et en plus, le producteur est assez absent. Donc, il fallait vraiment que je sois assez particulière pour me dire, voilà, je vais faire ce métier. Mais pourquoi ça m'a aussi frappé ce film, je dois avoir 14 ans à l'époque, c'était le principe de la troupe. Je me disais, bah voilà, ça a l'air d'être un endroit où on a envie d'être, où on a envie de partager, on a envie de... Tous ces gens qui font des métiers extrêmement différents, mais qui sont tous indispensables dans la fabrication d'un film, et qui vont voir ce type qui était joué par François Truffaut dans La Nuit américaine, et à qui il pose des multiples questions. Et en même temps, donc spontanément, quand on est ado, on se demande ce qu'on va faire dans la vie. Je me disais, on doit jamais s'emmerder en faisant ce métier, parce qu'il y a tellement de questions en permanence que ça doit être assez fascinant. Donc après, bon, je vais pas revenir sur tout mon parcours, ça prendra un peu de temps, mais disons que j'ai fait des études assez longues qui m'ont un peu éloigné de tout ça. Et en même temps, pourquoi moi j'ai fait l'ENA, entre autres, comme celui qui est devant moi, là, Gilles Maritinet, c'est parce que, en fait, je voulais travailler dans le théâtre. Donc il y avait ce côté troupe, en fait, voilà. Il y avait toujours cette idée de se dire, on va bâtir quelque chose à plusieurs. Et moi, je serais chef de troupe. J'aurais peut-être dire qu'il y avait un autre film qui m'avait beaucoup marqué, c'était Molière d'Ariane Nouchkine. Là, j'avais 18 ans. Et je me disais, voilà, je serais peut-être pas Molière, mais j'aimerais bien aider Molière à créer cette troupe et l'aider à faire ce travail. Et après, une succession de coïncidences, de rencontres avec des gens, parce que moi, je crois plutôt à ça dans la vie. C'était très précis, de faire toutes ces études et de se dire, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je m'intéressais au théâtre subventionné. Je me disais, tant qu'à faire, en sortant de l'ENA, peut-être que je vais, comme Catherine Tasca, qui était mon modèle absolu à l'époque et avec qui j'ai travaillé après d'ailleurs, je dirigerai un théâtre public, voilà, ça sera, et j'aiderai des grands artistes à travailler. Et puis les hasards de la vie ont fait que ça s'est pas tout à fait passé comme ça et que je suis devenue productrice. En sortant de l'ENA, en démissionnant et en produisant Marc et Sophie, 172 épisodes de Marc et Sophie, ce qui a fait beaucoup marrer mes camarades de promotion. Mais il y avait quand même une chose, parce que effectivement, on se parle depuis ce matin. Moi, je suis aussi grand témoin. Mon ami a quasiment tout dit. Mais c'est vrai, on entend des mots comme méconnaissance du travail des uns et des autres. On entend absence de respect. On entend beaucoup. Les producteurs arrivent jamais à trouver assez d'argent pour financer les films. Et donc après, il faut se débrouiller. Mais il y a toujours cette question de savoir s'ils nous disent la vérité ou si ils nous racontent des salades pour se débrouiller autrement, pour trouver de l'argent, pour assurer le maintien des frais généraux de leur structure. Et en fait, moi, j'avais décidé. C'est vrai que les rencontres, c'est ce qu'il y a de plus important, voilà. Donc c'est comme ça que je suis arrivée progressivement à faire ce métier, successivement, parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont donné la possibilité d'apprendre. Alors, à la différence de pas mal de mes confrères, ou de la plupart de mes confrères, je veux dire, moi j'ai essayé d'apprendre, parce qu'il n'y avait pas la FEMIS à l'époque, donc je pouvais pas apprendre par cette école-là. Mais j'avais décidé que je ferais pas de court-métrage, voilà. Moi j'ai jamais produit de court-métrage. Par contre, je suis passée par la télévision, et pas que par des Marc et Sophie. Après, j'ai eu la chance d'être embauchée par Hervé Chabalier à CAPA et de pouvoir, ce que j'avais un peu imaginé comme étant un modèle, de travailler pour la télévision, produisant des vrais films de télévision. Et là, en l'occurrence, vous l'avez dit, quand on travaille pour la télévision, en travaillant sur des 90 minutes, on est dans un contexte d'encadrement. Donc là, on est obligé de respecter les contraintes de convention collective, des contraintes donc sociales et en fait à travers on se refait pas, vous allez comprendre tout de suite, j'ai produit une série de films de télévision qui s'appelait Combat de femmes et à travers ces films on avait beaucoup moins d'argent que des téléfilms unitaires habituels, on avait 2 fois moins d'argent, mais ça m'a obligée à inventer une autre façon de travailler en travaillant beaucoup plus en amont avec le réalisateur et en travaillant avec des jeunes techniciens. Il y en a certains qui sont là aujourd'hui, qui ont fait leur chemin comme moi, j'ai essayé de faire le mien aussi. Et à travers cette expérience-là, moi j'ai produit à l'époque de CAPA 7 combats de femmes. L'esprit était, et je pense que ça c'est un terme vraiment important, c'est de se dire on avait 18-19 jours de tournage pour produire ces téléfilms.
Mais il fallait qu'on s'assoie dans un état d'esprit d'équité générale. C'est-à-dire qu'on pouvait pas demander... Enfin, on était dans le cadre de la convention collective, donc on payait les gens normalement. Mais je pouvais pas demander qu'on tourne beaucoup plus rapidement que les autres téléfilms et qu'on paye très cher les acteurs. Et c'est comme ça que s'est mis en place ce mécanisme de contrainte, où on avait beaucoup de contraintes financières, mais du coup une totale liberté artistique, ce qui était assez exceptionnel à la télévision. Et en plus, c'était avec M6, une chaîne privée. Et en fait, toutes ces choses, on y est arrivé avec des acteurs très peu payés à l'époque et qui étaient des acteurs inconnus. Et aujourd'hui, quand je regarde les films qu'on a fait, on en a fait avec Mathilde Seigné, avec Natacha Régnier, avec Audrey Tautou. Et tout d'un coup, en plus, ça nous a tous permis d'apprendre notre métier, et moi la première, voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est vrai, les mots les plus importants qui ont été dits aujourd'hui, je pense que ce type de rencontre, enfin j'espère que ça lève un certain nombre de tabous, j'espère que ça permet de discuter et de comprendre un peu ce que font les autres. Moi c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions sur mon travail, qu'est-ce que c'est que mon travail. Alors parce que bon, parfois je donne aussi, je fais des interventions à la FEMIS, alors évidemment chaque fois on y réfléchit un petit peu. Bon, moi mon travail, je pense que j'essaye d'être généraliste des spécialistes. Il y a plein de spécialistes et moi j'essaie de comprendre l'harmonie générale de tout ça, en sachant très bien que je serais incapable de faire le métier de chacun. Je suis, même directeur de production, j'ai jamais fait de devis d'un film, je serais même incapable de le faire. Mais j'essaye à chaque fois de comprendre les besoins et les interventions et les exigences des uns et des autres. Et la deuxième chose que je me suis dit en permanence, c'est qu'est-ce que c'est que mon travail par rapport à un réalisateur? Parce qu'il est évident que, effectivement, la durée du tournage, disons, grosso modo, c'est entre 2 mois, 6 mois le tournage. Mais c'est vrai que, en général, la relation avec le réalisateur, bien entendu, elle est beaucoup antérieure à cette période qui finalement est assez courte dans la vie d'un film. Le travail, la collaboration avec le réalisateur, en général, ça dure entre 3 à 5 ans, presque quotidiennement. C'est-à-dire, évidemment, vous connaissez ça par cœur, tout le travail sur le scénario, le casting, le montage financier, le tournage donc, qui est, je sais pas, même pas 10% de toute cette période, et puis ensuite la post-production. Et moi, je me suis dit, bon, mon travail avec le réalisateur, pareil, je crois que c'est Philippe Lioré qui disait, un producteur, c'est un réalisateur qui réalise pas. Moi, je me suis jamais dit ça. Alors, vraiment pas. Je me suis juste dit, moi, bon, bah voilà, si j'avais un exemple, je dirais que je suis l'entraîneur d'un joueur de tennis. C'est à peu près l'équivalent, c'est-à-dire je joue pas sur le court. Pourquoi le tennis? Parce que c'est un sport individuel, évidemment. Hein, je sais pas. Et donc je suis là pour voir, pour entraîner, pour être la personne qui va essayer de voir si on va dans la mauvaise direction ou ce qu'il faut améliorer. Comme si je disais, il faut améliorer ton revers, il faut améliorer ton coup droit. Bon, par contre, le fond de course, ça va, quoi. Vous voyez, c'est tout ce travail. Tout ce travail, c'est de dire, il faut. Je suis aussi le premier spectateur, mais je suis la personne qui doit empêcher toute complaisance. Toute complaisance. Bien sûr par rapport à moi-même, mais toute complaisance en général, voilà. Et donc, ça c'est évidemment tout le travail en amont. Le travail, la façon dont on travaille ensuite avec les techniciens, je reviens au point de départ, c'est-à-dire ce fantasme de la nuit américaine. C'est vrai que, et pour moi, ça est, comme pour nous tous producteurs, je pense que c'est toujours délicat de se dire, je suis à la fois employeur, je peux pas être complètement copain, parce que je suis employeur, donc il y a nécessairement une suspicion par rapport à ce que je raconte, et ça m'est, parfois, je le dis sincèrement, ça m'est très douloureux d'imaginer ça, et en même temps, je sais que c'est presque automatique, et en même temps, à l'inverse, effectivement, je pense que la seule façon d'éliminer cette suspicion, c'est via la transparence. Je crois que c'est un mot qui a été employé de nombreuses reprises ce matin. C'est la cohérence. Je crois qu'effectivement, il faut. Moi aussi, je suis assez optimiste. Enfin, en tous les cas, je suis jusqu'à aujourd'hui. Comme dirait Mathieu Kassovitz, jusqu'ici tout va bien. Ce qui est très frappant, et on a eu des chiffres ce matin assez spectaculaires. Mais le premier chiffre qui est le plus spectaculaire dans notre économie,
c'est qu'on produit 272 films en 2011. Et là-dedans, 207 films d'initiative française. Je pense que dans l'ensemble du monde entier, on est en France le pays où il y a le plus de films par habitant. Parce qu'en Inde, il y a 1000 films à peu près, mais ils sont 1,2 milliard. Aux États-Unis, je crois qu'ils en produisent 600, rapporté à la population, 350 millions. Nous, on est 65 millions d'habitants et on produit 271 films. Et c'était très frappant aussi la cartographie des nouveaux entrants, parce qu'il y a aussi un chiffre qu'on n'a pas dit. Ça m'a frappé que personne ne le redise. Depuis 2006 jusqu'en 2010, il y a eu 451 producteurs délégués entrants. Et il y en a 200 qui ont arrêté. Donc il y a quand même une sacrée, je crois que c'est Bénédicte qui en a parlé, une rançon de l'insuccès. Et donc la moitié des nouveaux entrants ont disparu. Moi, c'est vrai que je suis la présidente du SPI depuis 10 ans quasiment. Régulièrement, on voit ceux qui disent, mais j'avais pas autant conscience de ça. Voilà. Donc pour conclure, j'espère que à mes connaissances ou suspicions, grâce à aujourd'hui, on a un peu plus rentré dans dialogue et transparence. Ça me paraît absolument nécessaire. Et puis de toujours penser, parce que on va pas se cacher devant le petit doigt. Il y a des discussions actuelles sur la convention collective, il y a des discussions parfois assez violentes, effectivement. Je pense que le maître mot, c'est cohérence et diversité, et que ça, c'est extrêmement important, et que tout ça ne peut perdurer avec ces chiffres formidables que dans la confiance et dans le dialogue. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous de votre attention. Il nous reste un petit quart d'heure. Je suis désolée, c'est pas beaucoup, pour les micros ouverts avec vos questions qui circulent. Moi, j'ai une question par rapport au... bonjour. À la redéfinition du numérique, j'ai cru comprendre que le passage de l'argentique... Pardon, je m'appelle Pascal, je suis réalisateur et je suis pas du tout producteur. Mais c'était très intéressant de vous entendre tous parler aujourd'hui. En tout cas, c'était très bien organisé. Félicitations. Donc, je me demandais si le fait qu'il y ait ce passage de l'argentique au numérique pour des raisons, je pense, économiques, ça ne redéfinissait pas l'économie d'un film, et donc du coup, est-ce qu'on économise vraiment en passant au numérique, et est-ce que l'économie qui est réalisée sur le budget d'ensemble d'un film, ça permet pas justement de le rebasculer en salaire ou en autre chose, ou est-ce que c'est une question complètement farfelue que je me pose? Non, je crois qu'en fait, ça change pas vraiment la donne. C'est-à-dire que ce qui change, c'est combien on arrive à avoir de financement pour faire quel type de film. Ça, oui. Mais la technique pure change pas. C'est mon point de vue, en tout cas. Effectivement, ça bouge un peu. Il y a certains postes du devis qui augmentent un peu et d'autres qui baissent un peu. Mais la cohérence globale reste la même. Mais pourquoi on passe au numérique alors si ça change pas la donne économique? Ça, c'est l'avancée des technologies. Mais c'est pas purement économique, en tout cas pas concernant les budgets des films. D'accord, merci. Sauf s'il y a d'autres gens qui sont pas d'accord avec ça, mais je sais pas. Voilà, Oui, bonjour, Jacques Faure, directeur de production et enseignant à l'ESRA par ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Notamment tout à l'heure, j'aurais voulu dire quelque chose, ça va peut-être être un petit peu en retard par rapport à ça. Le cinéma est extrêmement hiérarchisé. Il y a une forte hiérarchie et c'est normal, c'est tout à fait normal parce que il y a forcément des responsabilités à tous les niveaux et des responsabilités importantes. Personnellement, je ne pense pas que le producteur, celui qui produit le film, c'est-à-dire celui qui prend l'initiative du film, doivent forcément connaître toutes les techniques ou bien venir comme un général d'armée saluer les soldats pour voir si la soupe est bonne, quoi. Bien que c'est important qu'il le fasse parce qu'il faut se montrer de temps en temps. Je crois qu'il doit, à partir du moment où il prend l'initiative de produire un film après une longue phase parfois de développement avec un réalisateur,
Le vrai interlocuteur, c'est son réalisateur. Et son arme à lieu producteur, c'est la vision des rushs quotidiennes. Et à partir de là, il voit si on garde la ligne qu'on s'était fixée dès le départ ou si on est en train de dériver. Parce qu'il y a une chose qui est très importante dans cette relation producteur-réalisateur dont on n'a pas parlé, c'est la question du final cut. Et le producteur, une fois que le réalisateur est engagé, il ne peut plus intervenir sur le montage, ni sur la coupure du film, etc. En France, j'entends bien en France, bien entendu. D'autre part, je crois que la personne qui est au feu, lui, c'est le directeur de production auprès des techniciens, puisque la question était le rapport entre producteur et technicien. Le directeur de production, lui, il se doit de régler tous les problèmes qui peuvent surgir sur le tournage. Et parfois, c'est pas facile. Mais il est là pour ça. Et il a un petit peu le cul entre deux chaises, si je puis dire, puisqu'il est à la fois le représentant du producteur, en même temps, c'est un technicien. Et notamment, c'est lui, je pense, le directeur de production, qui doit être suffisamment au fait des techniques, même s'il ne sera, c'est pas son boulot d'être directeur photo, c'est pas son boulot d'être ingénieur du son. Simplement, ce qu'il faut, et notamment lors des repérages techniques, c'est comprendre les problèmes qui vont se poser et être capable de les assumer et de les prévoir avec chacun des chefs de poste. Et ça, c'est un vrai directeur de production qui doit assumer ceci, y compris s'il faut qu'il reventile un petit peu son budget à l'intérieur de son devis. Je dis même de son devis d'application. Tout ça pour servir l'intérêt du film. Alors il doit aussi être capable de comprendre si un directeur photo, par exemple, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé, se couvre de parapluies de tous les côtés parce qu'il se dit et si on se retourne, et si on fait ça? Ben non, on a dit qu'on faisait ça, donc on va pas se retourner. Mais vous savez, là, c'est là où il faut jouer, évidemment, avec tout ce rapport, je dirais, humain, avec les peurs des uns et des autres. Et c'est pour ça qu'il y a différentes sortes de directeurs de production. En général, les directeurs de production qui sont issus hiérarchiquement d'un long travail, soit à la régie, soit on vient aussi en production, ça a été mon cas, parce qu'on a été assistant réalisateur, premier assistant réalisateur, et qu'on passe à la production. Eh bien, ceux-là, en effet, ils ont souvent une longue expérience du plateau, une longue expérience du rapport avec les techniciens et des besoins des techniciens, que ce soit à la déco, à la lumière, au son, etc. Alors qu'un directeur de production qui vient de l'administration de production, pas tout à fait pareil, parce que lui, il aura le nez dans les devis, il saura très bien les manier, mais il va se faire enfumer par tous les techniciens qui vont passer. Et il ne faut pas se faire enfumer comme ça, quoi. Parce que là aussi, la chose maîtresse, c'est de servir le film. Oui, et votre question. Et une question. On a très peu de temps, pardon, mais. Excusez-moi, c'est vrai, je suis bavard. Et j'avais une question qui me brûlait, parce qu'on a la chance d'avoir Marie Masmonteil et Mathilde Muyard. Que pensez-vous de la mise en place des nouvelles conventions collectives, avec justement la différence entre les films fragiles et les films financés? J'ai peur qu'il soit un petit peu tard pour aborder cette question. Question Moi, je veux bien, essentielle. mais là, il nous faut une petite heure. Non, je pense qu'il est en effet trop tard. Moi, je vais vous dire, en tous les cas, mon sentiment, c'est que je suis ravie qu'on n'ait pas parlé de ça toute la journée. Par contre, il me paraît important, et je suis très merci quand même, puisque vous vous intéressez tous à ces problèmes, on ne peut pas ne pas en parler non plus. Donc je pense que ce serait une belle conclusion. Donc que simplement vous nous disiez, non, qu'est-ce qui se passe, quoi. Quelle est la situation aujourd'hui de cette convention collective le plus rapidement possible, et puis évidemment sur tous les sites des associations professionnelles, de producteurs ou de techniciens, vous pourrez le compléter. Mais ça me paraît en effet difficile de passer cette journée sans en dire un mot. Bon, je pensais que vous en aviez parlé. Moi. Non, justement, et c'est très bien, parce que on aurait pu, si on avait commencé, on aurait pu, je pense, y rester. Voilà. Donc c'est comme ça, on n'en a pas parlé, mais en même temps, c'est très bien qu'on en dise un mot avant de se quitter. Et on est très pressé, malheureusement, un peu viré par le forum qui nous suit. Moi, je veux bien commencer, hein, j'ai pas aucun problème. Je me suis mis en rouge pour avoir des tomates, mais c'était pas lié. Non, c'est une blague, en fait, depuis 7 ans, on discute du principe d'une convention collective.
étendue, évidemment. Au sein du syndicat des producteurs indépendants, on se voit tous les mardis matins avec les membres du bureau du SPI, et tous les mardis matins, depuis 7 ans quasiment, on essaye de trouver des solutions. Et pour faire en sorte que il y a un certain nombre de sous-catégories maintenant, les films les films fragiles et les films très fragiles, voilà. Donc et puis les films pas fragiles, mais ça, je pense que ça n'existe pas, puisque depuis ce matin on dit que tous les films sont sous-financés d'une certaine façon. Donc voilà, on a avec les autres syndicats de producteurs, c'est-à-dire notamment l'UPF et la PC. Nous, au sein du syndicat des producteurs indépendants, c'est vrai que comme on représente la plupart des nouveaux entrants, il y a beaucoup de jeunes producteurs, et qui a sans doute une majorité par rapport aux autres syndicats de producteurs, de jeunes producteurs et de films fragiles chez nous, on est particulièrement soucieux, et on a été particulièrement soucieux depuis 7 ans de trouver des solutions. On a travaillé avec, on a vu les syndicats de techniciens, on a beaucoup, je sais pas, je l'ai vu ce matin, mais je sais pas s'il est encore là, réfléchi avec Laurent Blois, Claude Michel, on a vu la SNTPCT, on a vu la CFDT, enfin on a passé un temps fou. On a travaillé sur les propositions du médiateur, qui nous paraissaient plutôt pas mal d'ailleurs. Voilà. Et puis il y a une convention qui a été signée il y a 15 jours par l'API. Donc, qui représente. L'API, c'est quoi? L'API, c'est, il y a la représentante, il y a la déléguée générale de l'API qui est là. Donc, l'API, c'est MK2, Gaumont, Pathé, UGC. Donc, je pense pas du tout que c'est le faire injure de dire que l'API, évidemment, c'est avant tout d'abord des exploitants et des distributeurs, et aussi des producteurs, bien sûr, mais qu'en termes de films produits, ils doivent en produire, je sais pas, je dirais maximum 20 par an, sur les 271. Donc, quand je dis 10%, c'est déjà bien réfléchi, je pense. Voilà. Et donc, nous, on était juste un peu étonnés, mais chacun a le droit d'avoir un avis là-dessus, que l'API, qui sont vraiment les très gros producteurs, trouve une solution sur les films fragiles que nous, qui produisons les films fragiles, on n'avait pas trouvé. Bon. Donc, cette convention a été signée. Pour l'instant, il y a un processus d'extension de cette convention qui va être mis en place. On trouve des hypothèses de dérogation pour les films à moins de 2,5 millions de budget, à l'agrément, donc budget officiel. Pour cela, ils ne seront pas contraints, sous certaines conditions, de respecter le barème de la convention collective. Et tous ceux au-dessus, normalement, si la convention collective est étendue, devront respecter à la fois le barème et l'ensemble des majorations possibles sur les heures supplémentaires, les heures de nuit, les heures de week-end et tout. Donc voilà, donc nous, à la limite, pour une grosse partie des films du SPI, on peut se dire, il y a beaucoup de producteurs du SPI produisent des films au-dessous de 2,5 millions d'euros. Les questions qui se posent, et sincèrement, vraiment, c'est pour ceux que Pascal Ferrand appelait les films du milieu. Les films entre 2,5 millions et 4 millions d'euros, ou 5 millions d'euros, 4 millions, 3 millions, 4 millions d'euros, en fonction de s'ils se produisent en province, s'ils se produisent, s'il y a des heures de nuit, sur les, voilà. Nous, on est très inquiets sur leur avenir au cas où cette convention collective serait étendue. Et plus, au-delà de la question du barème, plus sur la question des heures supplémentaires, des majorations. Puisque d'après ce que j'ai compris, mais je vais rentrer dans le technique, ce qui est intégré dans le barème, c'est de la convention collective de l'API, c'est sur 5 jours de tournage, on a droit à 45 heures payées 42, et au-dessus de la 35e heure, on paye 25% d'heures supplémentaires. Et sur un tournage de 6 jours, c'est 55 heures payées 45. Ceci, d'après ce que j'ai compris, intégrant les heures de préparation et les heures de rangement. Ce qui veut dire, si on fait 45 divisé par 5, ça fait 9. Si on enlève, je sais pas, après c'est à vous de dire, les heures de prépa, les heures de rangement, on arrive, à mon avis, à 7 heures de tournage par jour. Et sinon, après, il faut payer les heures sup. Donc voilà, moi après on verra. Évidemment, le SPI, la PC, l'UPF
on veut continuer à discuter. Puisque je suis devant vous, là, je peux le dire clairement, nous, on a toujours... c'est beaucoup plus simple d'avoir une convention collective étendue, ça enlève toutes les suspicions. C'est simple pour tout le monde, simplement, on n'arrive pas à trouver des solutions, grosso modo, pour les films à moins de 4 millions, voilà. J'espère qu'on en trouvera. Peut-être que la bonne chose, et je le dis, c'est que comme ça, le texte signé entre l'API et le SNTPCT et la CGT, puis maintenant la CGC, je crois, va constituer... Alors, si c'est une base à partir de laquelle on rediscute, ce que nous, on a proposé, hein, tant mieux. Si c'est le point d'achèvement, je pense qu'on va tous avoir des problèmes à continuer à faire 271 films par an. Merci à tous. C'est pas très optimiste. Il faut que je... excuse-moi. Je vais pas être très longue, mais il faut quand même que... je vais être assez concise. Je parle en mon nom, puisque je ne représente... Enfin, même si je pense que probablement, je vais dire des choses que d'autres pensent, mais... moi, je suis d'accord sur l'analyse globale, c'est-à-dire que cette convention qui a été signée est dangereuse pour les films du milieu. Je suis absolument d'accord, et je pense que je suis pas du tout la seule à être... Je tiens aussi à l'existence d'un certain nombre de films qu'on appellera comme on veut. Ce qui me semble un amalgame bizarre, c'est de parler de films de la diversité et de parler de films sous-financés, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des films petits qui sont pas sous-financés et il y a des gros films ou des films à 5 millions qui sont sous-financés. Donc c'est un problème, c'est une simplification que je trouve dommage. Et je pense que les films du milieu, effectivement, sont en danger, mais depuis longtemps. Et la convention, si elle était étendue, n'arrangerait pas les choses. Mais pour autant, je suis contente de la signature de cette convention et je pense que elle doit pouvoir obliger les uns et les autres à travailler sur la question du sous-financement des films. Et on ne peut pas considérer je pense, enfin moi, qu'il soit normal que les gens soient payés différemment sur les différents films selon leur budget. Après, effectivement, que la discussion continue, tant mieux. Mais je pense que les solutions sont à chercher sur les problèmes de financement et éventuellement des questions de mutualisation. Trouver une création d'un fonds de mutualisation qui permette de payer les salaires sur des films pour les films qui n'arrivent pas à payer les salaires au tarif syndical. C'est un certain nombre de pistes. En tout cas, le fait que cette convention puisse éventuellement, existe et soit signée et puisse éventuellement être étendue, permettra de trouver d'autres solutions, je le pense. Sinon, parce que on est un petit peu gentil là tous, parce que gentil, je veux dire, je pense que tout le monde ici, des gens qui effectivement aiment, discutent je pense que vous tous les producteurs discutez avec les techniciens. Moi, je discute en général avec les producteurs. Je suis assez consciente, et au montage, je pense qu'on est assez proche finalement de la production des problèmes de financement des films. Mais il faut pas oublier que qu'on rencontre aussi des producteurs qui sont malhonnêtes, et l'absence de convention permet des comportements malhonnêtes. Voilà. Okay. Voilà, confiance et malhonnêteté sont les deux mots de la journée. Merci à tous de votre attention.